Bonjour à tous, tout d'abord la bonne année, la santé, le bonheur, la famille, tout ça je vous souhaite forcément. On est le 21 janvier à l'heure où je tourne cette vidéo et je crois qu'il est temps de se faire un petit top 10 des meilleurs albums de 2024. Je vais parler de rap francophone, donc il peut y avoir des artistes français, suisses, marocains, algériens, mais ne vous inquiétez pas, il n'y aura aucun artiste belge venant de Bruxelles qui a 33 ans et qui s'auto-diagnostique autiste. Damso. Comme d'habitude, je vous rappelle que ce top ne concerne que moi et ma propre personne. Vous pouvez vous reconnaître dans mes avis comme vous pouvez être en total désaccord. Et dans ce cas-là, l'option insulter mes ancêtres vous est disponible. Si jamais vous n'êtes pas assez inspiré pour m'insulter, vous pouvez mettre votre top 10 dans les commentaires et j'y répondrai forcément. Et si jamais cela ne vous suffit pas, je peux également vous proposer de vous abonner et de mettre un pouce bleu. Ne perdons pas plus de temps et rentrons dans le vif du sujet avec la 10e place. Souvent le Schmitt veut savoir quel name j'ai. Je lui dis Joe Lagreen qui est le moteur de la MG. Quelle année pour Joe Lagreen. Déjà que 2023 avait été bien chargé, là le mec a décidé de charbonner sa race en 2024. Il fait partie de la liste des 11 rappeurs à suivre en janvier, un concert à la maroquinerie en mars, un grunt en avril, un DVM en mai, des festivals tout l'été, un Colors et la couverture du magazine Mosaïque en septembre, et enfin son projet Plus 99 XP en novembre. Grosse année pour un artiste en développement. Si en plus tu rajoutes à ça toutes ses apparitions sur les albums de Bébé Jacques, Dinos ou même Tiakola, c'est clairement l'un des incontournables de 2024. Il avait donc à cœur de confirmer toute cette attente sur sa mixtape et faut le dire, c'est plutôt réussi. C'est un artiste qui a énormément de cordes à son arc et qui du coup est capable de proposer pléthore de flows dans un seul morceau. Après, si je suis honnête, c'est surtout qu'il répète les mêmes flows mais à différentes parties d'un morceau, ce qui permet à la fois de donner une impression de diversité tout en créant une continuité de placement. On le compare souvent avec un artiste que je vais citer et c'est là où j'arrive à déceler un des défauts chez Joe Lagreen, c'est que par rapport à un Lafèvre qui a une diversité de flow mais surtout une maîtrise dans l'exécution et dans sa capacité à séquencer les morceaux, je comprends que Joe Lagreen manque de maîtrise par moment. Sur la mixtape, il y a des titres incroyables comme Cat Bulldog qui fait clairement partie de mes morceaux préférés 2024, le clip, la prod, l'aisance, bref, il est insolent de malade. Cat Bulldog, tu sais que j'aurai 4 bulldogs. Aïe aïe aïe. Les frères vont à l'église, la mosquée, la synagogue, de l'avant, gog. Il est super bien entouré et très bon dans son choix des productions, ce qui fait qu'on a des instrumentales de fou furieux sur le projet, avec des titres comme Jolly Roger, Crash Bandicoot ou Brick by Brick, qui est clairement la prod la plus surprenante de 2024. Elle me dit s'il te plaît, jump. Elle me dit s'il te plaît, jump pas comme Bell Stringer. Assis-toi, je suis lourd. Le ciel est bleu, mais t'es que jaune et le bouc. Qu'est-ce que c'est un homme de confiance? J'en ai le doute. Faut que j'essaye, réessaye. What can I say? C'est des petits bégayes. Tu sais très bien que je peux pas les côtoyer. Hey. Petit point comme ça, je trouve qu'il débute et termine très bien le projet avec Jolly Roger et Que dois-je faire? Moi, c'est quelque chose que j'adore quand les intros et les outros sont réussis. Et en plus, là, il sort un peu des standards avec une intro calme et une outro festive. Dernier détail qui est très personnel, mais Joe Lagreen, c'est un 2001, moi je suis en 2004. On est à peu près de la même génération. Donc toute la DA autour des jeux vidéo, moi, elle me rend assez nostalgique d'une certaine période. Je trouve que l'intégration visuelle et sonore de l'univers des jeux vidéo est parfaitement réalisée et assez touchante pour ma part. Il arrive à affirmer et affiner son identité tout en s'ouvrant à de nouvelles propositions et c'est l'une des choses les plus plaisantes sur Plus 99 XP. J'ai pas trouvé la solution, je suis dans la zone la nuit, je préfère m'éloigner de toi, me rapprocher des sorts. Aime-moi, déteste-moi, je suis qu'un homme. Petite question, vous êtes au courant que Esprit Noir a sorti un projet cette année? Non, parce que j'ai l'impression que personne l'a vu passer. Il y a eu si peu de relais médiatiques sur La Cour des Miracles alors que c'est un bon album. Sur tout le projet, Esprit Noir revient sur une période de sa vie où il hésitait à se lancer dans la musique par peur des conséquences, de l'exposition, mais en même temps, sa condition de mec de quartier le poussait encore plus dans l'illégal, ce qui forcément ne plaisait pas à sa mère. C'est un récit qui a raconté avec plus de 10 ans de recul, donc il y a forcément une énorme maturité qui se dégage de ce projet, comme par exemple la phrase sur le capitalisme dans La main de Dieu. Mais putain, qu'est-ce que j'ai fait? Malgré maman, ses efforts, je suis devenu capitaliste. Et c'est la rue qui m'a eu, des fois je transporte des valises. Je trouve le morceau Signe ultra touchant, aussi bien sur le refrain où son interprétation désabusée colle parfaitement avec ce qu'il dit, mais également dans les couplets, on sent qu'il est poussé au bord d'un précipice social et économique et que le jeune esprit noir qu'il était et les rêves qu'il avait sont très éloigné du quotidien qu'il vit. Et oui, je sais, il reprend la top line de Rihanna sur Work, mais de 1, c'est assumé, et de 2, tout le monde le sait, c'est pas comme Gazo qui plagie 2 flows en un seul morceau. Putain, je fais DG, au lieu d'être un PDG, faire des vols à CDG. Tous les jours, moi je suis dans le quartier. Mon Dieu, donne-moi un signe. Mon Dieu, donne-moi un signe. Nique sa mère un CDD, mais bon, j'aurais le BTS. Je le fais pour la tarenne, je lui ai donné ma parole. Le projet est très bien réalisé et ça on le doit notamment à Twinsmatic qui est un petit peu l'architecte de ce disque
Et ça, c'est un gros point positif pour moi qui suis extrêmement fan de sa musique. Il y a une réelle ambition derrière ce projet et Esprit Noir ne s'en cache pas. Dans son interview pour Le Code, il s'est dit s'être inspiré d'albums comme My Beautiful Dark Twisted Fantasy de Kanye West ou Take Care de Drake. Pour moi, on ressent réellement l'ambition et l'envie de faire quelque chose de grandiose sur l'intro Auréole, sur le diptyque 2h59, 5h59 et enfin le feat avec Iseult. Faut des dalles, faut des vrais billets. Et je vole dans ma genre de billets. Le couteau dans ma veste, au final 12. Le volant dans ma tête, des milliers de doses. Je suis un bateau bâtiment, comme ça tu défenseur de tous les continents. J'arrive pour le corps avec tous tes billets. Je me suis surpris plusieurs fois à revenir avec plaisir sur cet album qui m'avait pas tant marqué que ça à la première écoute, et ce malgré le fait que j'ai quelques réserves sur la seconde moitié que je trouve trop générique et pas assez personnel. Le titre Kawasaki avec Lelo est un chef-d'œuvre. La synergie entre les deux ainsi que la fin du morceau où la production te fait voyager dans les années 2000, c'est une pure folie. D'ailleurs, la fin me fait extrêmement penser à ce que faisait Neptunes, duo de Pharrell Williams et Chad Hugo dans cette même période. Pour terminer, je pense que La Cour des Miracles n'a pas été si plébiscité que ça, c'est parce que c'est un album storytelling beaucoup moins évident qu'un Julius ou qu'un Trinity. Il est plus difficile d'accès parce qu'il n'y a pas d'interlude qui accompagne le récit musical. Malgré ça, je trouve que c'est un album réussi qui s'implante parfaitement dans sa discographie ô combien sous-estimée. Quand je traînais en bas de la zone, on voyait un mauvais. Avec le côté, sont pas les mélodies de Mozart. J'ai kiffé l'année de Tiakola et ce notamment à travers ses moves, que ça soit son EPX, la mixtape BDLM et enfin le lancement de son label Mellow World. Ce qui est fort avec BDLM, c'est que malgré les 17 titres et plus d'une vingtaine d'invités, il y a une cohérence sur l'ensemble du projet. Et ce qui est drôle, c'est que j'ai l'impression que chaque morceau représente une facette du portrait de Tiakola. Et c'est là que selon moi réside la force de BDLM, c'est qu'en invitant les autres, son identité ressort d'autant plus. Il arrive à rendre le tout ultra cohérent alors que la tracklist va de Lamano avec son rap très agressif à Ronisia qui est une chanteuse, tout en passant par Hamza qui est ultra versatile. Et pourtant, chacun arrive à rentrer dans son univers. On sent le partage à travers sa musique et c'est ça l'ADN de Tiakola. C'est au-delà de fitter avec plein de gens, c'est la manière dont tout le monde est mis en avant, avec par exemple le fait d'avoir un visualiseur pour chacun des morceaux. En fait, il a sa vision du partage et sa vision de la musique et il arrive à concilier les deux sur BDLM. Sa musique est inspirée de plein de choses parce qu'elle prend racine à travers plusieurs temporalités et ça se voit énormément avec ce projet. Il arrive aussi bien à proposer une formule très inspirée de la G-Funk californienne des années 90 sur le morceau Fast and Family. Il y a quelque chose de beaucoup plus inspiré de la fin des années 2000 sur le titre Grand Prix où on retrouve une sorte de Usher un peu revisité. Le morceau Gang avec Lamano et Niska rappelle le temps fort de la trap française au milieu des années 2010 et enfin il arrive à regarder l'horizon avec un titre comme Psychologique qui s'inspire fortement de l'afrobeats. Le diable se sape en costume Prada. Gangsta, gang, gang, gangsta. Gangsta, gang, gang, tous les qui finiront gang, gang. Gang, gang, gangsta. Turn up the music, viens que je t'emmène du matin au soir. J'déboule qu'à couler, j'suis dans la house. À part les agrafes, qu'il y a sur les contrats et sur les pochetons, aucune attache. J'ai fait comme si j'avais pas vu. Oh là là. Le projet fonctionne parce que les binômes ou les trinômes qui créent sur les morceaux sont cohérents. C'est soit des artistes qui ont jamais collaboré et qu'on n'aurait peut-être pas mis ensemble au premier abord, et du coup c'est assez fort d'avoir cette vision artistique, ou alors c'est des binômes ou trinômes qui ont déjà existé, comme par exemple le morceau Gang qui réunit Lamano et Niska, qui avaient collaboré ensemble 2 mois avant sur le titre Canon. Et bah du coup avec Gang, à aucun moment t'as l'impression d'avoir un Canon 2.0 où on rajoute simplement un couplet de Tiakola. T'as quelque chose de totalement différent. Il est en train de devenir un élément central de tout un écosystème du rap français et je suis réellement content parce que c'est quelqu'un qui a l'air ultra généreux, sans ego mal placé et surtout qui fait de la bonne musique et qui aime en faire. Même si je kiffe le côté célébration et festif du projet, je lui conçois quelques défauts. Bon déjà, jumper sur l'afrobeat c'est un truc qui se fait énormément dans le rap français depuis 4-5 ans. Tout le monde le fait parce que la musique afro-caribéenne au sens large, c'est-à-dire le bouillon, le chata, l'amapiano, l'afrobeat, c'est un truc qui plaît énormément et qui est ultra tendance. Du coup, quand Tiakola vient s'engouffrer dans cette zone saturée, j'ai un peu une sensation d'overdose. Pareil, les Stomps et la Sexy Drill, le rap français est en train d'essorer ça. Et de base, j'adore le mouvement, mais là, tout le monde en fait. Est-ce que t'as bossé comme moi toute la nuit? Je vois une meuf qui passe et puis je me demande si elle pèse. Molly, sexy woman. Encore plus fort, elle aime ça. Et enfin, dernier défaut, le refrain de Manon B où on répète 8 fois le prénom de la mannequin et actrice Manon Brèche.
Tout le monde le fait en ce moment. Il y a pas longtemps, Bilouki a sorti le morceau Olivia Pop qui a percé de fou sur TikTok. Et là, tout récemment, encore Bilouki avec Tursi de Nouvelle École ont sorti le morceau Gina Wap. Et je savais pas qui c'était, donc j'ai fait des recherches. Et Gina Wap, c'est pas une mannequin ou une actrice. Enfin, si, c'est une actrice. Mais une actrice de cul. Donc voilà, malgré ses défauts, merci Tiakola, je pense qu'en France, on se rend pas compte de la chance qu'on a d'avoir un artiste comme toi, aussi talentueux et aussi généreux. 1002 c'est pas terrible, 30 000 c'est déjà mieux. On vit en accéléré, 30 piges c'est déjà vieux. Pareil, encore une fois, un projet dont on a très peu parlé, enfin si, on en a parlé, mais on est très vite passé à autre chose, alors que c'était l'un des meilleurs projets du début d'année, parce que début d'année, il était bien timide. Hein. Je trouve 888 bien meilleur que Ma vie est un film 2, alors que j'avais adoré ce projet sorti en 2020, notamment pour son côté estival californien sur certains morceaux. Je trouve que sur 888, il arrive bien mieux à gérer différentes énergies au sein d'un même album. On sent qu'il a pris en maturité et en maîtrise. Il y a des bonnes phases qui mélangent autodérision et ego trip, ce qui fait qu'on n'est pas sur un rap qui se prend trop au sérieux, mais qui en même temps respecte son art. Il y a vraiment des punchlines gauleries avec des flows incisifs, et Infinite réussit vraiment bien cet exercice d'équilibriste tout au long du projet. Les productions sont d'un niveau, vraiment, c'est léché, c'est luxueux. J'ai envie de fumer un cigare sur un yacht, et pourtant, je fume pas et j'ai pas de yacht. Donc non, vraiment, gros shout-out à tous les producteurs du projet. Il y en a pas beaucoup, ce qui permet de garder une réelle cohérence. Après, il y a selon moi des morceaux où il aurait pu aller un peu plus loin dans le concept. Je pense notamment au titre Imagine, où en gros, c'est un storytelling d'une journée horrible dans la vie d'un mec, et à chaque début de phrase, ça commence par Imagine que. Mais si tu compares à des morceaux concept des États-Unis, bah c'est un peu léger. Par exemple, dans le dernier album GNX de Kendrick Lamar, il y a un morceau storytelling séparé en 3 histoires de 3 artistes de différentes époques. Et à la fin du morceau, il y a un lien qui est créé entre ces 3 récits. Du coup, sur ce genre de morceaux comme Imagine d'Infinite, on a un petit peu un goût d'inachevé. Je trouve grave chaud sur des titres comme Contact ou Bateau, où il revient sur un terrain de jeu beaucoup plus estival, mais en changeant la recette par rapport à ce qu'il proposait déjà sur Ma vie est un film 2. Par là pour attendre, je veux tout maintenant. Soit on se dit rien, soit on se dit tout. Malgré les quelques défauts qu'on peut gratter sur le projet, je trouve qu'on est quand même sur un album maîtrisé, parce qu'il est réussi, diversifié, drôle par moments, fort dans son message politique, et voilà ce que ça donne quand un artiste prend son temps. Je me plains de la corruption en Afrique, puis gifle un noir pour un regard ou pour un retard de paiement. Tu rigoles, mais je le fais vraiment. Je te souhaite bonne nuit, sale pétasse. Demain, j'apprends à retenir ton vrai nom. En août 2022, un pote à moi qui écoute ce qui sort en rap français me conseille fortement d'aller écouter le dernier projet d'Hologramlo avec un rappeur que je connaissais pas encore à l'époque, Untrill. J'y vais, je passe un bon moment, mais vas-y, c'est pas la claque de l'année. Avançons de 2 ans dans notre histoire et on se retrouve l'été dernier quand la suite de cette première collaboration sort, et putain, le gap qu'ils ont pris, mais majestueux. Je passe voir le bailleur pour rajouter mes proches. Puis je passe voir le tailleur pour me rajouter des poches. Bon, forcément, ce qu'on retient le plus chez Untrill, c'est sa plume. C'est une sorte d'ego trip, mais qui est amené d'une manière complètement différente par rapport à ce qu'on entend en France. Tu rajoutes à ça le travail, que dis-je, le chef-d'œuvre d'Hologramlo en termes de production, et t'as face à toi l'un des plus beaux bijoux de ces dernières années du rap français. Il révolutionne le genre boom bap en le modernisant et en y ajoutant sa propre patte, sans forcément dénaturer le style. C'est drôle, mais plus le temps passe, plus je me dis qu'on manque cruellement de producteurs respectés en France. Genre un mec qui est capable de collaborer avec n'importe quel statut de rappeur, et pourtant tu sais que son nom sera affiché à côté sur Spotify. En gros, il nous manque notre The Alchemist, notre Metro Boomin, notre Zaytoven, et plus le temps passe, et plus j'ai l'impression que les 2 têtes qui peuvent un peu s'imposer en France, c'est Twinsmatic et Hologramlo. Vraiment, le niveau des instrumentales sur Replica 2 est incroyable, c'est un massage crânien. L'instru, elle vient de malaxer les couilles là tout en faisant un petit virement de 500 balles sur Revolut, ça te met très bien. Bref, t'écoutes juste les productions de Replica 2, tu passes un agréable moment, et même si c'est Morsaï qui pose dessus. Donc si en plus tu rajoutes à ça un bête de rappeur comme Untrill, tu prends ta claque et tu fermes ta gueule. Genre vraiment, je suis sûr que si je vous demande de citer votre punchline préférée du projet, j'aurai 10 000 réponses différentes. J'en profite également pour saluer la très bonne mixtape Nouvelle Trap 2 qu'il a sorti en novembre dernier. On est sur un tout autre terrain et c'est totalement maîtrisé. Le mec est capable de réaliser une triple vrille parfaite avec Replica 2 pour après se transformer en Francis Ngannou et te fracasser la gueule sur la trappe bien sombre. Vraiment, merci Untrill et Hologramlo pour ce bijou exceptionnel. Je reviens un peu souvent dessus, c'est un peu le même rapport que j'ai avec Alfredo de Freddie Gibbs et The Alchemist. Congolais, baby, aimerait sa bite. Yeah. Voici sous Cali, je me lève, je suis déjà belle. Il y a parfois des événements que personne n'avait vu venir qui peuvent changer un destin, une carrière, une vie. On peut donc se demander dans le cas d'Eodora, que se serait-il passé si Congolis ou BBL n'avaient pas percé sur TikTok? Est-ce que les médias mainstream comme Combini, Click, Quotidien, France Inter parleraient autant d'elle?
Pas sûr. C'est donc avec un morceau aux influences bouillon que la carrière de Theodora va exploser, qu'elle va pouvoir faire une tournée aux 4 coins du pays, mais surtout arriver à faire danser toute la France. Il y a un équilibre entre un ton léger et sérieux qui construit un récit de fragilité et où elle assume son statut de boss lady. C'est très compliqué de réaliser un album équilibré. Souvent, je me dis qu'on est très rapidement dans une zone un peu chiante. Et je trouve qu'elle sort complètement de cette zone, notamment parce que sa musique est hybride et cosmopolite, ce qui fait qu'on est toujours surpris. Le fait de revendiquer son côté bad bitch tout en assumant ses peines et ses doutes, ça forme un petit peu son identité de boss lady, qui revendique aussi bien ses outfits qui coûtent un SMIC que sa peine et sa blessure émotionnelle profonde liée à une générosité mal récompensée. Les deux sensations rap US de l'année, c'est Kendrick Lamar et Doechii, et leur point commun au-delà de TDI, c'est leur force d'interprétation. C'est une qualité Theodora, sa versatilité et sa variation d'interprétation et de tonalité qu'on peut retrouver sur des morceaux comme l'Entracte ou Mon Casque. Vous voyez l'expression de merde, ouais la musique c'est un voyage auditif, là c'est vraiment un voyage le bail. Et cette impression est due au fait que Theodora et son frère G Suave, qui composent la plupart des titres du disque, ont habité dans plusieurs pays durant leur vie grâce au métier de leur père. Bref, le projet est une carte du monde où à chaque morceau tu changes de lieu. Mettez du respect sur G Suave, on est peut-être sur le producteur de l'année avec Hologram Low, c'est le frère de Theodora, mais c'est surtout son compagnon de route, et waouh, le frérot est chaud, il est très chaud. À l'heure où je vous parle, il y a Yanis de la chaîne Le Rap en Mieux qui vient tout juste de sortir son top et il dit quelque chose dedans de très intéressant et que j'avais déjà remarqué chez Theodora, c'est à quel point elle représente une sorte d'héritage d'artistes spé français. Je pense notamment à Catherine Ringer des Rita Mitsuko qui cite également dans sa vidéo, dans sa manière de raconter quelque chose de profond mais de manière ultra implicite. Je vous jure que le rapprochement entre Congolais ou BBL et C'est Comme Ça me paraît pas si déconnant que ça. Oui bon je sais c'est pas du rap, mais déjà c'est quelque chose d'assez récurrent d'avoir toujours un projet non rap inclus dans mes tops. En 2022 il y avait L'amour de DC's et l'an dernier c'était Saison 0 de Luigi. Dans ces deux cas, on faisait face à des rappeurs qui s'étaient tournés de plus en plus vers le chant, mais là le cas de Theodora est complètement différent. Il n'y a aucun morceau rap, à part peut-être 243 km/h avec Zoumi, mais je trouve qu'on ressent vraiment cet héritage du rap français à travers son lexique. On sent qu'elle s'est bousillée Nino époque Doudoune Rouge, qu'elle écoute encore beaucoup de rap français, il n'y a qu'à voir ses stories, ses posts, à chaque fois il y a ça. Donc voilà, ne vous arrêtez pas à Congolais sous BBL, le single le plus connu, foncez écouter ce projet qui regorge d'innovation, de musique hybride, de surprises. Et c'est vraiment un projet ovni dans le paysage du rap français et même plus largement de la musique française. Même si tout n'est pas parfait, on est clairement sur quelque chose de jamais vu. Je voulais seulement du cash histoire de rester stable. Mais dès le départ, chez nous y'a plus d'étapes. Bien trop fier pour qu'on nous pousse des dalles. On gravit la montagne pour qu'on ait plus d'espace. Hop là, petite surprise du top, personne ne l'avait vu venir parce que déjà, de 1, on n'en a jamais parlé sur cette chaîne YouTube. Et de 2, on n'en a jamais parlé sur nos réseaux Insta et TikTok qui s'affichent actuellement en bas de vos écrans. Petite pub gratos, personne n'avait venir aussi. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un artiste d'Aubervilliers dans le 93. C'est important de citer sa ville parce qu'on en reparlera plus tard. Il rappe depuis plus de 10 ans et il a toujours fait choix de l'indépendance et d'être marginal par rapport à tous les codes de l'industrie musicale. J'ai toujours écouté un peu de loin, mais là, vers mai 2024, je vois un extrait passer sur Insta. Et je prends une petite teutard. Trop de rappeurs font du zèle, moi je fais du zèle, un pack de balles, serre les ailes, mes nègres font leur beurre sans qu'on les aide. C'est nonchalant, mais putain, ça va bien quoi. Le mec a une attitude de fou derrière le micro, il lâche des bars à chaque ligne. Du coup, toute l'année, j'écoute à fond ce morceau, c'est un peu une sorte de leitmotiv pour moi. Et début décembre sort La Bohème. La voix de l'indépendance est ultra importante pour Bibi, c'est d'ailleurs pour ça qu'il va appeler son projet La Bohème, parce que par définition, La Bohème, c'est une personne qui vit en marge, sans règles, ni soucis du lendemain. Sauf que dans le cas du projet de Bibi, La Bohème, elle est pas voulue, elle est subie, elle est imposée aux gens d'en bas par notre système politique et étatique. Et c'est ça l'une des forces de ce projet, c'est son discours. En retraçant ses origines, son parcours, Bibi arrive très bien à mettre en lumière toutes les failles de notre société et les conséquences sur un mec d'Aubervilliers. Surtout que si on est honnête, les projets qui parlent d'élévation sociale, de sa propre existence, de déterminisme, ça court pas les rues. Et la plupart de genres de projets, comme par exemple ceux du GoTSR, ils sonnent un peu datés, un peu vieillots. Et là, c'est pas du tout le cas, parce que le discours engagé de Bibi est délivré par un putain de rap moderne dans ses prods et ses placements. C'est ultra technique en termes de flow et de silence, c'est magnifiquement bien écrit et t'as des images que tu prends en pleine gueule. Du coup, le projet est un peu une sorte de récit de la vie de Bibi, aussi bien dans ses bons que dans ses mauvais passages, et nous permet de mieux comprendre la personne qu'il est devenu aujourd'hui. Le morceau qui nous éclaire le plus, c'est l'outro,
l'histoire de la vie. En train de vivre des fins de mois difficiles. Maman est restée debout en excellent, roi du silence. Par l'amour, j'ai tout en déficit, ouais. Depuis mon enfance, en vrai, j'ai dû faire vœu d'abstinence. La reprise de 93 Hardcore de Tandem sur le morceau Mec d'Aubert, c'est puissant, c'est l'un de mes classiques préférés du rap français et je trouve ça ultra intelligent de le sampler et de le moderniser en le mettant sur la D3. À aucun moment ça sonne vieux jeu et c'est un superbe hommage à l'époque de nos grands frères. Les tours, c'est pas Abu Dhabi. Donc au mitard, y'a des Warren, y'a des Abu Dhabi. Et quand je vous dis qu'il est indépendant, c'est pas des blagues. Le mec est à la fois rappeur, beatmaker, ingé son, tout en réalisant, cadrant, montant ses propres clips. Voilà, juste ça. Et si en plus tu rajoutes à ça la casquette de producteur et de manager de sa propre marque de sap, c'est incroyable. Je pense même que quand Booba disait c'est bandant d'être indépendant, il pensait pas à une telle indépendance. Alors oui, bien sûr, c'est pas une partie de plaisir chaque jour, ça demande beaucoup de taf et d'engagement, mais Bibi préfère 1000 fois se tuer à la tâche mais être son propre patron plutôt que de devenir un mouton de l'industrie, et ça force le respect. Je vous jure sincèrement quand il dit « Porter l'œil, ça se fait pas. À mon pire ennemi, je peux pas souhaiter l'usine parce que dans la Hesse, on fait des passes et va. L'ego, c'est de la demeure, faut dépasser ça. » Marx était jaloux de ne pas avoir eu cette pensée avant. Le projet est sorti vraiment récemment, donc je fais que l'écouter en ce moment, et je vous incite à aller découvrir ce bijou parce que les gens passent à côté d'un truc. Toute l'année, j'entends des personnes dire que voilà, on a l'impression de tout le temps écouter la même chose dans le rap français, mais quand un mec comme Bibi vient élever notre art, il n'y a aucun relais médiatique. Donc voilà, j'espère avec cette vidéo apporter ma petite pierre à l'édifice de ce beau monument qui est la bohème de Bibi. Je sais pas si je peux te mettre au monde. Je veux pas t'accrocher au milieu des bombes. Est-ce que vous êtes capable de me citer un projet où tout un univers est développé de la première à la dernière track sans qu'il y ait d'interlude qui t'explique la recette des pipéries gâtés ou que coucher avec un robot, c'est pas si immoral que ça? J'en doute parce qu'aujourd'hui, dans un monde où l'image et l'esthétique comptent beaucoup, les artistes usent énormément de cet atout. Par exemple, j'ai placé Esprit Noir à la 9e place avec son album Concept, mais si je suis honnête, ça se base beaucoup sur une stratégie marketing qui prend ses racines dans un récit médiéval. Et TH a réalisé cet exploit en réalisant un projet et un univers ultra développé et ultra cohérent, sans fioriture autour, alors que c'est un simple artiste en développement et que c'est son premier projet long. Itrap est un véritable plongeon dans un monde apocalyptique qui mélange petite et grande échelle où la société n'a plus aucun sens et où Birthday est l'hymne national de tous les pays du monde parce que finalement c'est ça la vraie apocalypse gazo. Genre zéro van, la phrase l'IA vivra plus longtemps que toi, tu verras, et je l'ai eu pendant très longtemps en tête. Ça, c'est clairement une des forces de l'écriture de TH, c'est sa capacité avec des phrases très simples à marquer ton esprit sur le long terme. Au premier abord, on pourrait dire que son écriture est ultra simpliste, voire par moments un peu faible, alors qu'en fait, c'est d'une profondeur abyssale. C'est quelque chose que je retrouvais chez PNL sur un morceau comme Porte de Mérine, où Ademo m'expliquait que Yankee s'en battait les couilles qui reste dans un hall toute la journée avant du mousseux, et que finalement personne ne se rendait compte du schéma horrible et débile du monde dans lequel on vit. Et TH c'est pareil sur un titre comme À Paname c'est la course, où il t'explique qu'on accepte plus facilement la circulation de cocaïne que la circulation d'humains fuyant la guerre et la misère. Les racines de l'arbre ont besoin de boire pour que les oiseaux puissent s'y réfugier. Les aides humanitaires bloquées à la frontière, la drogue passe pas les réfugiés. Je suis obligé de parler du morceau Pilule parce que c'est le morceau le plus décalé, le mieux écrit, le plus intelligent de cette année 2024. Évoquer la paternité, la grossesse, l'avortement dans une espèce de tirade d'un père envers son fils qui a encore un embryon dans le ventre de sa mère, c'est touchant à un point inimaginable. On sent réellement qu'avec ce titre, on sort de l'univers qu'il a créé pour entrer dans sa tête et c'est là où on se rend compte que la véritable apocalypse est dans son esprit. Comme je le disais plus tôt et comme le souligne ce magnifique portugais aux cheveux soignés qui est Rafael da Cruz, la force de TH, c'est arriver à mettre côte à côte deux images, une macro et une micro pour se rendre compte de la débilité de notre monde. Si je voulais faire mon blancos distingué et éloquent, j'aurais dit que ce faux parallélisme consiste à juxtaposer deux situations ou images sans rapport direct, souvent en opposant un détail insignifiant à une problématique majeure pour provoquer une émotion, une indignation ou une réflexion biaisée. Et ce sophisme du faux parallélisme est excellemment maîtrisé par TH sur ce 33 tours. Alors oui, tout n'est pas maîtrisé, tout n'est pas parfait, je stream pas forcément tous les sons, mais je préfère 100 fois ça à des albums pas de sa mère. Et surtout, je le rappelle, c'est son premier projet long, donc avec un budget d'artiste en développement. Quand je vois ce que proposent des artistes ultra développés, ultra mainstream, je me dis putain, les mecs se font vraiment, mais vraiment pas chier. Et aussi, ce qui m'énerve un peu avec TH, et c'est pas par rapport à lui, c'est par rapport à nous, c'est qu'il y a plein de gens qui comprennent pas son univers, parce que voilà, le mec, il crie un peu dans ses morceaux, parce que les prods, par moments, elles baissent en volume, puis elles remontent, parce que ses placements sont différents. Et ça donne lieu à des moments qui frôlent le manque de respect. Je pense notamment à ce qui s'est passé au Boom In Festival, je crois, de Rennes ou de Nantes,
où il y a clairement des jeunes qui sont amusés genre à jouer au Uno pendant que le mec était en train de faire sa performance scénique. Que vous captiez pas l'artiste, ok, pas de souci. Par contre, le minimum, c'est de respecter. Le mec propose un art qui plus est, selon moi, est ultra développé, donc respectez-le. Donc voilà, merci et un grand bravo à TH et toute son équipe d'avoir su élever le niveau du rap underground, mais également d'avoir proposé un autre type d'album concept. Un peu tard comme personne, j'aime que compter mes sommes. Pas d'idée sale dans la tête. Il y a quelque chose d'assez particulier dans la musique de Green Montana, c'est qu'on est sur des morceaux ultra simplistes, avec très peu de couches en termes d'instrumental, ce qui donne un son simple, décalé, mais terriblement efficace. Du coup, lui, ça lui laisse tout un terrain de jeu pour s'amuser parce qu'il ne s'enferme dans aucune case et c'est clairement visible sur Sodad. Il a diversifié ses interprétations, ses flows et sa voix sur ce projet. J'ai réellement senti un amusement sur certains morceaux où il multiplie des effets de voix, chose qu'il faisait très peu avant. Je pense à des morceaux comme Ishtar, Bank ou McLaren et Likemba. Je suis assez déçu parce qu'il a très peu défendu son propre projet. Il y a peu de clips, pas de tournées, pas de concerts, peu de relais médiatiques, bref, presque aucune promo. Je crois que c'est l'album que j'ai le plus écouté de cette année. Je connais la réplique ou le drop qui arrive, quel son suit, est-ce qu'il y a un feat après, enfin bref, j'ai à peu près le même rapport avec un très bon film sur lequel je reviens souvent parce que je sais que je vais passer un agréable moment. Honnêtement, à part le morceau Riche Nouveau Monde, je vois très peu de mauvais titres sur Sodad et c'est vraiment l'une des forces de ce projet, c'est qu'il est très bon dans sa globalité. En plus, le disque, au-delà de son homogénéité, arrive à contenir des moments forts, que ce soit les entrées d'Isha sur Dashboard ou de SDM sur Barcelona 92, ou alors le morceau McLaren et Likemba. Je m'en qu'à compter mes sommes dans une McLaren. Je n'ai gros, j'ai coupé cette merde dans la mêle. Sodad est beaucoup plus équilibré que ses anciens projets comme Alaska, Mélancolia 999 ou Nostalgia Plus. L'une des qualités chez Green Montana, c'est son choix de production et d'instrumental. Je le trouve vraiment intelligent et réfléchi sur ce sujet-là. Vraiment les instrumentales comme Inspector Gadget, Alfred Borden ou Oser mon amour qui est une Jersey et qui est sûrement mon son préféré de Jersey dans le rap français, alors que de base je suis pas un grand client de ce style-là. C'est un risque, je sais, mais je le fais quand même. Avant de tuer, enfoiré, je te le dis quand même. Bon après, il faut quand même parler du morceau Riche No Monde qui est bien dégueulasse et sûrement le seul point noir de ce projet parce que sa voix colle pas du tout avec cette production très pop niaise des années 2000. Mais pourtant, de nombreux auditeurs te diront « Non, mais vous avez pas la vision, c'est un bijou ce morceau. » Alors non, mais vraiment pas du tout. Je pense qu'on a un gros souci dans le rap français, c'est que pour les auditeurs, tous les morceaux hors rap que font des rappeurs, c'est incroyable. Alors que dans 3/4 des cas, c'est soit mid, soit pas ouf. Et ça, c'est parce que la plupart des auditeurs rap n'écoutent que du rap. Donc leur oreille musicale n'est pas habituée à ces sonorités différentes. Donc voilà, allez écouter plein d'autres styles, le jazz, le R&B, la bossa nova, le rock, enfin bref, tout ce que vous voulez. Comme ça, vous comprendrez peut-être mieux certaines choses. Et pour revenir sur le titre Riche Nouveau Monde, j'avais vu, je crois, une vidéo d'un ingé son qui bossait avec lui à l'époque et qui expliquait qu'il enregistrait ses sons vraiment très bas et ce qui du coup fallait augmenter le gain de sa voix, ce qui capte un peu toutes les impuretés au sein de la pièce, c'est-à-dire le bruit de fond, les frottements des vêtements, enfin bref, tout ce genre de choses, et je trouve qu'on ressent vraiment ces impuretés sur ce morceau Riche Nouveau Monde. Sodad, c'est vraiment un album sur lequel je reviens énormément, et je pense qu'au-delà de ce disque, il va falloir vraiment commencer à se poser la question de la place de Green Montana dans un top des meilleurs rappeurs français depuis 2020. Je pense que voilà, avec lui, je mettrais un Jossman, un Lafèvre, mais en tout cas, il est dans le top 3, mais il est pas 3e. Vraiment, allez écouter Sodad, c'est une partie de plaisir à chaque fois. J'ai rarement vu ces dernières années un album aussi peu construit, mais aussi addictif, et j'ai vraiment hâte de la suite parce que je sais qu'il a un potentiel de fou. On fait qu'une taille de jack, une suite et quelques chattes, une tour et quelques armes, une guerre et quelques chattes. Je pourrais écrire un livre sur ma vie, j'ai à peine 30 berges. Ma grand-mère a allumé tant de cierges. Si on les groupait en une seule flamme, elle ferait 30 mètres. Est-ce que c'était évident? Oui. Est-ce que c'était mérité? Oui. Est-ce que c'est le meilleur rappeur français depuis 2015? Oui. Bon, grosse année 2024 pour SCH qui revenait de 2 flops consécutifs avec Julius 2 en 2021 et Autobahn en 2022. Après, le mot flop est un petit peu sévère, mais en tout cas, une grande partie du public et de ses auditeurs n'avaient pas vraiment apprécié ces deux projets. Donc en fait, son dernier disque réussi, c'était Rooftop en 2019. Oh, ça date sa mère en fait. Mais bref, revanchard comme jamais, SCH a décidé de marquer au fer rouge de son sceau Maison Barreau Rouge cette foutue année 2024 avec 2 projets en l'espace de 7 mois. Les 2 projets de 2024 ouvrent et ferment la saga du Luce, une saga qui aura marqué l'histoire du rap français. C'est d'ailleurs la meilleure saga et je suis pas ouvert au débat. Cette place c'est un peu particulière parce que là on va pas parler de un mais de 2 albums, ce qui la différencie de toutes les autres places de ce top. J'ai beaucoup de choses à dire sur ces 2 disques, commençons par le préquel. Tout d'abord, je trouve ça extrêmement couillu de revenir après, comme j'ai dit, 2 flops avec un 18 titres
solo, sans feat, il avait jamais fait et je trouve que c'est extrêmement bien réussi. Le meilleur morceau du préquel est et restera Les Hommes aux yeux noirs. Ce morceau, c'est incroyable, la puissance qui s'en dégage, notamment une partie du second couplet, c'est fabuleux. Jamais le rat, jamais Zidane, elles veulent ensorceler mon cœur. J'espère que Dieu m'aime un peu. Souvent je pense à mon père, j'espère que Dieu l'aide un peu. J'y vais fort depuis JP, il faudrait que je freine un peu. Il parle souvent de son père et du deuil par rapport à son décès, mais j'ai jamais trouvé aussi sensible, faible et touchant que sur ce passage. Parce que là, on n'est plus du tout sur l'évocation d'un souvenir ou du passé, on sort du monde des vivants et c'est justement un souhait et un vœu pour son père qui souffle à demi-mot comme ça sur un titre, comme s'il en avait honte de plus pouvoir faire quelque chose pour lui. Il arrive à développer de nouvelles capacités comme le vibrato qu'on peut retrouver sur Cannelloni. Je trouve ça fou après 10 ans de carrière de réussir à se réinventer et surtout ça prouve le temps qu'il a mis à l'élaboration de ces deux disques. J'adore les morceaux balades comme Ciel bleu ou gris, mais il y a des putains de morceaux où ça rappe, je pense notamment au préquel où les placements sont fabuleux. SCH continue de créer et de développer des morceaux hybrides qui sont à la croisée des chemins entre la balade et la pure découpe, je pense notamment à Beaux-Arts ou à Balaf. Je trouve le séquençage de préquel excellent, j'ai l'impression qu'il a essayé de développer des espèces de diptyques à longue distance, je pense notamment à Les Hommes aux yeux noirs avec Crois-moi, préquel avec Quoi, Balafre avec Jimmy Twice ou encore Gris avec Ciel bleu. En vrai, si on est honnête, oui, il y a du fanservice sur ce disque, hein, on l'a tous dit à sa sortie et je continue de le penser encore aujourd'hui. C'est une sorte d'album synthèse de toute sa carrière, ce qui fait qu'on retrouve forcément peu de prise de risque. Par exemple, je pense à Crois-moi qui est un morceau qui devait figurer dans le tout premier Julius en 2018, mais il avait leaké à cette même période et du coup SCH avait décidé de ne pas le sortir. Donc l'insérer dans le préquel 6 ans plus tard, oui, c'est clair qu'on sent la réponse à une demande de ses auditeurs. Le second souci du préquel selon moi, c'est qu'on ne retrouve pas assez dans le texte et le ton pris par SCH sur ce disque, l'espèce d'ambiance, d'insouciance, de jeunesse qu'on devrait retrouver normalement sur le préquel. En fait, l'album transpire la maturité et le recul pris par un mec de 30 ans sur sa vie, ce qui dénote avec ce qu'on est censé attendre d'un avant-propos. C'est vraiment sur ce côté-là qu'on ressent qu'en fait, les titres du préquel pour la plupart sont des chutes de studio de Julius 3, lui-même l'a avoué dans son interview Le Code, et c'est vraiment un problème que j'ai eu avec ce disque, en tout cas bien après sa sortie. Les morceaux sont beaucoup trop dans un angle et un point de vue de fin de saga, j'aurais préféré que le marketing et le storytelling du préquel sonnent en accord avec la posture de SCH sur le disque, or là ce n'est pas le cas. Après là j'essaye vraiment de gratter des défauts, mais en vrai dans mon écoute habituelle de cet album, ce fanservice m'a pas tant dérangé que ça. Donc oui, là je viens de développer un petit peu toutes les qualités de ce très bon album qu'est le préquel, mais Julius 3 c'est un peu au-dessus. Il y a énormément de maturité musicale, intellectuelle, lyrique, je trouve sur ce projet. C'est un peu la version la plus sage, la plus aboutie de toute la saga. Je trouvais déjà que la réalisation du préquel avait un niveau très très élevé, mais là on est carrément sur une autre planète. Les guitares à la fin de Sodi Familia, la transition entre Rose Noire et 2h du mat, tout le côté aussi orchestral et organique du projet, j'imagine pas le biais que ça a été pour faire ce projet. Et attention, je dis pas ça comme un fan de Damso qui parle de mix en mode « Ouais mec, j'ai écouté le mix du dernier projet de Damso, qui écoute dans le Dolby Atmos, je ressens toute l'énergie du studio quoi. » Non, je parle sérieux, j'ai l'impression qu'il n'y a vraiment aucun mec sur ces 3-4 dernières années qui a atteint ce niveau en termes de réalisation de projet. Voilà, j'ai l'impression de me répéter à chaque vidéo, mais sa capacité à faire coexister et à superposer plusieurs couches musicales, ce qui crée une addition de nappes mélodiques magnifique, et lui derrière il vient sublimer ça avec une merveille d'écriture. Je pense au morceau La Pluie, qui est clairement, je pense, le meilleur morceau de 2024 en termes de rap français. Le bruit de la pluie sur les feuilles mortes à la fin de l'automne. La rosée de l'âme sur les manches des chemises blanches. Il réussit très bien à faire disparaître le personnage qu'est Giulio. Il y a une sorte de montée en puissance sur tout l'album et pourtant, une fois arrivé au moment fin à la lumière blanche, on sait pas trop comment le personnage disparaît, ce qui laisse vraiment place à notre imagination. Je trouve ça brillant d'encore plus brouiller les pistes et encore plus entremêler son récit personnel et celui de son personnage au point de briser le quatrième mur sur le titre Anamnèse. Et si je marche souvent avec un pétard dans le sac, et c'est pas que dans la frontière invisible de ma fiction. On le sent beaucoup plus personnel, beaucoup plus touchant sur des bribes de vie. Je pense au moment où il parle de sa femme sur Anamnèse au jour d'octobre, même si une certaine pudeur s'en dégage. Il y a forcément une certaine émotion pour ma part de voir cette saga se clôturer. Il a réussi à l'étaler sur 6 ans, le début est magnifique, la fin l'est tout autant, et l'épopée de Julius a clairement sa place dans le panthéon du rap français. Voilà, j'aimerais comme Julius sur Ad Finem en finir avec ce top 1 en disant qu'on est face à l'un des meilleurs rappeurs de l'histoire et qu'on a juste à apprécier le spectacle. Cette année, j'ai décidé de pas faire de catégorie de mention honorable, d'une part parce que l'élaboration de ce top 10 n'a pas été ultra compliquée, et aussi que je me suis dit que je parlerais en fin de vidéo de plein d'albums que j'ai aimés ou non pour faire un bilan plus complet de l'année 2024. Bon voilà, j'en parlais dans l'intro, je vais être assez rapide là-dessus, j'aime pas tirer gratuitement quand tout le monde l'a déjà fait, mais j'ai menti, c'est vraiment mauvais. J'avais du mal à expliquer mon souci avec Damso, je parlais de
de musique de prouveur, mais un récent article de Manu dans l'ABCDR du son m'a fait me rendre compte que ce mec est ultra égocentrique. Donc voilà, je retiens aucun morceau de J'ai menti et je rigole vraiment pas quand je dis ça. J'espère que Beya, qui sort en avril prochain, sera meilleur que cette daube. Beaucoup de gens pourraient s'étonner de l'absence de Soldad, l'album de Zamdan dans ce top. D'une part parce que je l'ai retrouvé dans plein de tops de gens différents, et aussi parce que si vous vous souvenez, en 2022, j'avais placé Couleur de ma peine à la 3e position. En fait, je retiens pas grand chose de ce double album, encore plus dans sa deuxième partie que je trouve totalement anecdotique. Pour moi, sur Soldad, on est dans les mêmes schémas, les mêmes textes, les mêmes sujets, le même angle. Il y a tout qui est pareil par rapport à Couleur de ma peine. Alors oui, l'idée des glissements d'accords entre chaque morceau pour créer de vraies transitions est une bonne idée, mais ça ne sauve pas l'album selon moi. En fait, mon souci, c'est qu'il est pile dans ce que j'appelle le secteur chiant d'un album équilibré. Il n'y a presque pas de prise de risque, ça raconte rien, ça dit le tout et son contraire, juste pour être en mode « Ah, on a fait un album équilibré !» Non, un album équilibré, c'est quand tu tires des deux côtés de la couette. Là, tu tires rien du tout, frère. Dinos Kintsugi, on peut en parler aussi ou... Parce que c'était bien mauvais. Dinos se fait manger par presque tous ses feats. Il n'y a que 6 solos sur 16 morceaux, ça prouve peut-être que le niveau n'est pas forcément là. Alors oui, Tony Soprano et le jour d'après en featuring avec Lino sont des bons titres, mais quand tu le compares avec ce qu'il faisait sur Imani ou Taciturne, mais putain, mais ça fait tellement mal. Et sincèrement, ça me peine de devoir l'avouer, parce que ces 2 premiers projets, c'est dans mes albums préférés de l'histoire du rap français. Et vraiment, allez comparer là les punchlines de merde type je veux sauver son huc comme si c'était la LDC, je veux la bouffe comme un sashimi, avec ce qu'il écrivait pour de vrai dans Les Cahiers Rapris presque célèbres. Là, vous allez capter c'est quoi la vraie plume de Dinos. Booba et Rof, vraiment, c'est plus possible. Faut arrêter là. Parce que même si Fitna est vraiment fade et par moments de réel mauvais goût, c'est pas avec ta vidéo réaction que tu vas nous faire oublier ton album de merde, Booba. T'as juste été sauvé par ton excellent featuring avec SDM qui, comme par hasard, copie quand même un peu beaucoup Hot de Young Thug et Gunna. Donc voilà, pour 2024 et toutes les années qui vont suivre, je suis pas sûr d'écouter vos sorties. Je pense que je vais me concentrer davantage sur vos classiques. Et d'ailleurs, Rof, ta meilleure sortie cette année sur les plateformes, c'est pas Fitna, c'est le Code de l'honneur. Et c'est vraiment pas Fitna. Vous voyez tout ce que je viens de dire sur les mauvais albums de Zamdan, de Dinos, de Booba, de Rof, c'est rien comparé à cette merde. Il y a vraiment rien qui va, aussi bien dans son exécution que dans sa volonté d'avoir tous les titres certifiés single d'or. Voilà. J'espère que t'en as aucun. Je suis vraiment content que la globalité du public, en tout cas la globalité Twitter, se soit rendu compte de la big douille qu'est Apocalypse. Surtout que moi, ça me déçoit énormément. Je plaçais beaucoup d'espoir sur cet artiste après les excellents projets qui étaient Drill FR et surtout KMT. Après, il y a des artistes mainstream qui ont sorti des bons projets alors qu'on a trop tendance à tirer dessus pour pas grand-chose. Genre Maes et Leto, je vous assure que leurs projets sont loin d'être mauvais. D'autant plus quand tu les compares avec les merdas qui étaient Omerta et Trapstar 3. On n'est pas sur le projet de l'année, ils révolutionnent pas le rap, mais arrêtez de tirer sur Maes, Leto, Nino et Niska parce que c'est stylé de tirer sur eux. Tiens d'ailleurs, parlons de Nino et Niska. Mauvais. Voilà, c'est vraiment mauvais et ça m'arrache le cœur de dire ça parce que c'est des putains de rappeurs à la base, mais là, il n'y a rien qui va et j'ai même pas envie de plus développer. Je finis sur SDM qui a sorti un très bon album mainstream avec À la vie et la mort. Le seul souci, c'est qu'en fait, je trouve les morceaux rap bien en dessous des morceaux chantés comme Quartier Santos ou Pour elle. Bien sûr, il y a des contre-exemples comme Merci ou le titre éponyme, mais quand tu compares avec des morceaux rap que tu avais sur les précédents projets, je pense à Jacques Musbag, Mister Ocho, Rihanna, ça fait un peu fade. Donc voilà un peu mon bilan global de 2024 avec aussi bien les projets qui m'ont marqué que ceux qui m'ont extrêmement déçu, ceux dont je vous ai parlé en fin de vidéo. Ça a été une bonne année aussi bien en termes de quantité qu'en termes de qualité. Alors oui, on n'est plus du tout dans le second âge d'or du rap français qui allait de 2015 à 2020, mais je trouve que si tu compares, je sais pas moi, à 2021 ou à 2023, on est clairement sur une très belle année. C'était aussi un plaisir cette année 2024 pour nous. Je dis nous parce que maintenant je suis plus tout seul à écrire, monter, tourner, mixer les vidéos. Il y a également eu beaucoup de contenu cette année sur nos réseaux Insta et TikTok avec des chroniques, des revues tous les mois, des capsules vidéo, enfin bref, plein de choses que vous retrouvez en description et actuellement sur vos écrans. Merci encore pour votre soutien tout au long de l'année, ça a été un plaisir pour moi de faire toutes ces vidéos sur YouTube. Bon, il y en a que 3, mais il y en a eu plein d'autres sur les autres réseaux sociaux avec TikTok et Insta. Et j'espère vraiment que 2025 sera aussi bien pour vous que pour nous. En vrai, qu'est-ce qui t'arrive? Je fais un aqua dans la belle citadine. Envie de veste qui parie. Envie que la vie soit comme une cinématique. Viens, on y va doucement. Toi, c'est monter dans la Benz qui t'anime. Tu veux que les biens qualitatifs, les montagnes.